Tout est politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Au menu, cette semaine, Hillary Clinton repart à l'assaut de la Maison-Blanche avec un changement de stratégie totale pour combattre son image froide et cassante. Elle a décidé de se positionner aux côtés des Américains. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, c'est la bonne ? Oui, c'est la bonne, mais enfin je note quand même qu'on essaye de faire du neuf avec du vieux. En France, quel spectacle! Le Front National lave son linge familial sur la place publique. Et là, ce n'est pas la préférence nationale, mais la préférence familiale. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, Le Pen, ton univers impitoyable. Tout est politique, le spectacle du Front National. C'est le divorce officiel avec papa, le grand reniement ou l'émancipation, appelez ça comme vous voudrez. Voilà ce que ça donne aux 20h de TF1. Au fond, Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse. Il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. Mickaël, là on est dans la vraie rupture ou toujours dans cette stratégie de dédiabolisation ? On est dans la stratégie de dédiabolisation qui est poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire le meurtre public, médiatique, politique, officiel du père, qui est déjà enclenché depuis très longtemps, puisque ça fait déjà depuis qu'elle a pris les rênes de ce mouvement que Marine Le Pen essaye justement de se séparer, de s'éloigner, de faire oublier tout l'héritage de l'extrême droite familiale. Meurtre à petit feu. Là, en l'occurrence, elle a quand même poussé les feux et elle a allumé la grande flamme, si je puis dire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à la fois, et c'est tout le paradoxe de Marine Le Pen dans cette situation-là, à la fois, elle s'inscrit dans cette rupture, comme on le dit ou comme on veut bien le montrer, mais en même temps, elle prolonge la tradition de la répudiation familiale en direct. Parce que c'était aujourd'hui Marine Le Pen, il y a quelque temps que l'on a vu sur le plateau du 20h, sur le même plateau du 20h, de TF1, on était à ce moment-là en décembre 1998, c'est Jean-Marie Le Pen qui répudiait sa fille Marie-Caroline en direct. Donc à quand peut-être un jour Marion Maréchal Le Pen sur le plateau de TF1 Oui, qui va dire Marine doit partir. Mais alors, est-ce qu'en parachutant sa petite fille dans la région PACA pour les élections, Marion Maréchal Le Pen, est-ce que finalement, quelque part, Jean-Marie Le Pen n'a pas en tête de dire c'est ma petite fille qui va tuer ma fille un peu plus tard? La préférence familiale, c'est l'ADN donc de la famille Le Pen. Il est vrai qu'on croit que Jean-Marie Le Pen, en quittant cette candidature, en fait, a renoncé. Mais c'est en fait c'est un recul tactique pour, au contraire, effectivement, continuer à installer la division. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en orbite justement Marion Maréchal Le Pen. Elle est députée, mais là, elle va être à la tête d'une campagne qui va être extrêmement médiatisée, extrêmement regardée. La région PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le réservoir électoral, politique, sociologique du Front National. Elle a des chances là-bas, même si elle n'est pas avec Gollnisch. Même si elle n'est pas avec Gollnisch. Surtout parce qu'elle n'est pas avec Gollnisch. Elle a des chances justement de pouvoir perturber ça. C'est la raison pour laquelle Sarkozy envoie directement Christian Estrosi, sans lui demander son avis, pour diriger la tête de liste, parce qu'il y a effectivement urgence. Il va falloir être solide face à elle, parce qu'elle brouille toutes les cartes. Elle désinhibe les électeurs de la droite dure qui veulent aller vers le Front National. Elle incarne quand même la droite conservatrice. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que se passe-t-il? Au même moment, Marine Le Pen, la présidente du Front National, hésite toujours à se présenter comme tête de liste dans la région Nord. Non. Pourquoi? Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'elle a un combat présidentiel à mener. Imaginez-vous, elle va à la région. Victoire de la nièce. Elle sort de là, elle a perdu. Victoire de la nièce. Sans parler des victoires de la nièce. Elle a perdu. Elle va dans le Nord. Elle a perdu. Ou elle perd de peu. Elle arrive en 2017, elle boite. Elle est déjà avec des plumes perdues. Elle n'y va pas. Elle est accusée de se défiler, alors que la nièce, elle y va. Donc, effectivement, nous avons là un être quand même politique diabolique qui est Jean-Marie Le Pen, qui est extrêmement puissant dans les mécaniques politiciennes à l'intérieur de son clan. Est-ce que la nièce a quand même, sur le Midi, vous connaissez bien toutes ces régions, est-ce qu'elle a quand même des chances de l'emporter? Oui, elle a des chances en tout cas de troubler profondément l'électorat de droite, parce qu'elle incarne exactement la mutation d'une partie de l'électorat de la droite aujourd'hui, et en particulier dans cette région, qui ne voit aucun problème à voter, s'allier et passer de l'un à l'autre parce qu'elle présente effectivement un visage justement présentable. Mais attention, ça c'est
le principe que l'on pose, je dirais, en tant qu'observateur. Mais on voit aussi à chaque élection, et on l'a vu aux élections départementales, il y a une bonne résistance quand même de la droite républicaine. C'est-à-dire qu'il y a cette envie toujours, et là attention, au régional, on sera dans des conditions de fusion de listes, et ça changera des cantonales. Mais quand même, il y a toujours cette tentative de dire on va donner un coup de poing, on va bousculer, on va renverser la table. Et puis quand il faut vraiment donner le pouvoir au Le Pen, on hésite toujours. Donc, est-ce que pour vous, Sarkozy réussit dans sa tentative de récupérer une partie de son électorat traditionnel de droite qui était parti au Front National? On le verra à partir du moment où il va maintenant diriger sa nouvelle boutique qui va s'appeler Les Républicains, comme on a dit. Ça se confirme, on en reparlera très certainement prochainement. Parce que Les Républicains, c'est au fond la grande yourte, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Tout le monde, c'est la yourte politique qu'il invente. Tout le monde peut venir, les Républicains, et là, puis on va blanchir. C'est un peu le sas de blanchiment. D'où que vous veniez, pour peu que vous dites je suis républicain, c'est porte ouverte, opération porte ouverte. Et là, du centre à l'extrême droite, vous pouvez venir et on va vous blanchir tout ça. Vous allez vous appeler les Républicains. C'est l'opération de grand rassemblement que veut construire Sarkozy. On en reparlera à ce moment-là. Allez, tout est politique. Hillary, la revanche. Hillary Clinton sera bien candidate à la présidentielle américaine de 2016. C'est son chef d'équipe qui l'a confirmé dans un email au New York Times. Puis, quelques minutes plus tard, la démocrate entre en scène dans une vidéo en ligne. On regarde. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. Christian, Hillary pourrait être la première présidente des États-Unis, première présidente femme. Il y a quoi derrière cette candidature? C'est son aspiration suprême. Hillary, elle a une revanche à prendre sur la destinée, tout ce qu'elle a pu vivre en tant que femme. Bon, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on fait du neuf avec du vieux. Enfin, c'est ce qu'on essaye de, ce qu'elle essaye de faire. C'est aussi un peu ce qu'a dit son mari. Mais ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle a été 8 ans First Lady, elle a été 8 ans sénateur de l'État de New York. Ensuite, elle a été pendant 4 ans secrétaire d'État américain. C'est le paradoxe, elle veut faire la nouveauté à l'ancienneté. Elle fait la nouveauté à l'ancienneté. Elle va jouer. Alors moi, je vais vous dire, sa politique est très simple. Elle va copier ce que faisait Bill il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un grand politologue anglais qui la connaît bien, qui est Peter Mandelson, qui dit elle va aller au centre, elle va vouloir ratisser large, elle va vous faire un peu de démagogie populiste et tout. C'est ce qu'elle est en train de faire. Il y a qu'à regarder toute la vidéo. Auprès des Américains. Quand on regarde toute la vidéo, on voit bien là où elle veut aller. Face à celui qui sera sans doute, parce que c'est deux machines de guerre qui vont s'affronter. Il y a la machine de guerre Hillary, avec tous les réseaux qui sont derrière, puis la finance. Les démocrates sont très riches aussi. Et je pense, je fais une prédiction, mais je peux me tromper, mais je pense qu'à droite, il y aura plus de candidats, parce qu'elle est toute seule chez les démocrates pour l'instant, mais il y aura sans doute Jeb Bush, avec la machine des Bush, la dynastie Bush. Vous vous rendez compte, moi c'est ça qui m'exaspère un peu, qu'aujourd'hui, en Amérique, on va peut-être avoir à nouveau, face à face, les Bush et les Clinton, les deux dynasties. Il y avait toujours une capacité à renouveler le personnel politique, les candidats. Oui, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette capacité? Parce que c'est l'argent, c'est le royaume de l'argent. Alors quand j'entends Mme Clinton qui dit « je suis pour la réforme du financement des campagnes », mais attendez, elle joue contre elle. Parce que derrière, quand on voit le flot d'argent, les réseaux qui sont derrière et tout, on se dit que si on n'a pas d'argent pour faire la campagne, c'est pour ça que quand je vois les deux candidats, Ted Cruz, le républicain, et Marco Rubio, 43 ans, qui incarne la génération des Latinos, la nouvelle génération, dont la population, le taux grimpe, pousse dans ce pays. Je me dis que s'il n'a pas la finance derrière et tous les grands réseaux, il aura du mal. Elle les aura, Jeb Bush les aura aussi. Alors, Hillary, est-ce que c'est un atout, son nom aujourd'hui? On a l'impression qu'on sait tout d'elle déjà. Oui, vous avez raison, on sait tout d'elle. Pour le storytelling, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'elle essaye de se renouveler, de dire je repars à la reconquête des personnes que j'ai perdues. Elle est allée dans l'Iowa. C'est à des États clés. Chaque fois qu'on dit que l'Iowa, c'est un peu la photographie de l'Amérique. La photographie dans l'Amérique va voter. Mais en même temps, en 2008, quand elle était face à Obama, elle avait subi une cuisante défaite. Et là, elle y retourne. Elle y retourne pour se représenter. Je suis la nouvelle Hillary. I want to be your champion. On a l'impression, we are the champion. Elle n'y est pas encore. On ne la voit pas, parce que le grand problème aujourd'hui que tout le monde constate, c'est qu'elle fait America First en termes des médias. Tous les médias étrangers sont écartés. Complètement. Elle ne travaille qu'avec les médias américains parce qu'elle sait qu'elle a un travail d'image
profond à faire aux côtés des politique Américains, étrangère, elle n'est pas aimée, elle n'est pas appréciée. Politique étrangère, c'est pas le fort des Américains, donc elle va y aller au niveau économique et social. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va beaucoup jouer sur la middle class, sur les classes moyennes, elle veut les renforcer, elle veut réduire les inégalités. Popcorn, quoi. Ouais, elle veut les renforcer et en même temps réduire ce qu'elle appelle les inégalités au niveau des salaires. Et puis elle va augmenter le SMIC, c'est ce qu'elle a dit, le SMIC américain. Tout à l'heure, vous disiez, avec tout ce qu'elle a vécu, elle a cette soif de revanche. Dans votre livre que vous avez écrit récemment, vous consacrez un chapitre à Hillary et vous l'intitulez La soif de vaincre. Mais qu'a-t-elle vécu de si dramatique, Hillary? Elle a une soif de vaincre d'abord parce que c'est une femme de pouvoir, qui a beaucoup d'ambition. Elle a de l'arrogance, de la détermination. C'est son humiliation conjugale, quoi. L'humiliation conjugale, l'affaire Lewinsky, franchement, ça n'a pas été simple. Et donc, si vous voulez, moi, je me souviens de conversations que j'avais eues avec une ex-ambassadrice ici qui n'est plus de ce monde et qui connaît bien les Clinton et qui m'avait dit, nous, tout le monde a cru, c'était Pamela Harriman, qu'on a cru qu'on était des Clinton's Girls au départ. Elle m'a dit, on était pour Al Gore. C'est pour ça qu'on a choisi Al Gore comme vice-président, parce qu'on connaissait à quel point le couple Clinton était un couple dissolu. Est-ce qu'elle peut gagner? Elle peut gagner, parce que moi je pense qu'en face, Ted Bush, je l'ai rencontré 2-3 fois, Ted Bush, je le mettrais entre son père et son fils. Le père était quand même pas mal. George W. Bush, n'en parlons pas trop. Ted, il est entre les deux. Elle a une mécanique. Elle connaît les rouages du pouvoir. Elle connaît les méandres de la Maison-Blanche. D'ailleurs, je vous rappelle une chose qui est intéressante. Aussi beaucoup. Est-ce qu'elle va être capable d'adoucir cette image, de se montrer proche des gens? Il faut qu'elle soit plus humble. Elle est techno, elle est lointaine, elle est froide. Elle est très clivante. Mais elle est très clivante. En 2008, c'était celle qu'elle ait un bon programme ou un mauvais programme, on ne voulait pas voter pour elle. Elle est clivante, mais son ambition, je vous signale qu'elle se marque depuis le départ, quand elle arrive à la Maison-Blanche comme First Lady, elle s'installe dans un bureau qui est dans l'aile ouest. Et l'aile ouest, c'est là où est le bureau ovale. Donc c'est rare qu'une First Lady s'installe à la Maison-Blanche, à l'aile ouest. Elle était déjà proche du bureau ovale où était Bill à l'époque. Du pouvoir. Juste une toute petite minute sur sa politique par rapport à Israël. Alors, elle va défendre Israël bec et l'ongle sur l'aspect sécuritaire. Dire qu'elle va s'entendre avec Benjamin Netanyahou, j'en suis pas si sûr, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine dans sa politique, il y a une cohérence, elle a toujours été pour la sécurité d'Israël dans la région. C'est sa politique. Elle le dit, elle va le répéter. C'est ce que disait Obama aussi quand il est arrivé. Oui, mais bon, après, les actes n'ont pas suivi. Les actes n'ont pas suivi. Allez, les images de la semaine. Alors justement, on est en train de parler de la candidature de Hillary Clinton. Mickaël, votre image de la semaine, c'est justement les réactions de nos politiques en France suite à cette candidature d'Hillary. En tout cas, si effectivement, si elle a un problème donc, aux États-Unis, elle peut venir en France, elle crée l'Union nationale. On a vu effectivement de droite à gauche tous se dire bravo, bonne chance, extraordinaire, Hillary, vas-y, Hillary, t'es la plus forte. Donc on a vu effectivement deux tweets qui sont justement symboliques de ce point de vue-là. En général, ils ne sont pas toujours ensemble, mais là, cette fois-ci, ils peuvent au moins être d'accord. C'est Manuel Valls qui souhaite, dans la langue de Shakespeare, bonne chance à Hillary. Et puis, il est suivi, copié également par Nicolas Sarkozy, qui également souhaite good luck à Hillary Clinton. Donc, en fait, c'est extraordinaire, tout simplement parce qu'elle représente cette capacité de rupture. Après Barack Obama, la prochaine rupture, c'est quoi? C'est une femme présidente. Eh bien, tout d'un coup, c'est l'union nationale autour d'Hillary Clinton. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à droite, les futurs républicains, ils commencent leur carrière en votant démocrate. Ça commence bien. Oui, ça commence bien. Christian, votre image de la semaine, c'est le Rafale. Jamais 203. Écoutez, c'est formidable. La France vend des avions en Rafale. Écoutez, on en a eu quand même 24 pour les Égyptiens. C'est intéressant dans le contexte actuel, puisque l'Égypte est en guerre contre un certain nombre, contre les chiites, contre l'Iran, quelque part indirectement, et contre Daesh. Maintenant, on en a vendu en Inde 26, mais on va en vendre sans doute, peut-être encore, si tout va bien, 126 à la clé. Les Indiens, ça les intéresse parce qu'il faut renouveler. Ils ont ce qu'on appelle les cercueils volants, les vieux Sukhoi 30, les MiG-27, les MiG-21 russes. Ils sont complètement dépassés aujourd'hui. Donc ils ont besoin de renouveler leur flotte aux grandes dames des Américains parce qu'eux, ils craignent le Pakistan et les talibans. Et puis, j'entends Laurent Fabius qui récemment, de retour d'Arabie Saoudite, disait officiellement jamais 203. Et en effet, je pense que les Saoudiens et les Émirats Arabes Unis vont sans doute aussi acheter des Rafales. Donc ce qui veut dire que quelque part, la France est en train d'armer tous ces pays
enfin surtout ceux du monde arabe, qui sont en guerre sunnites, chiites, et en guerre contre Daesh. Et puis il faut rappeler que le Rafale est quand même un avion qui est quand même très coté, parce qu'il a fait ses preuves en Irak, en Afghanistan, au Mali et en Libye. Cet engouement pour le Rafale. A changé, c'est la méthode de vente. Il a changé de directeur commercial. C'est peut-être la méthode de vente, mais moi je pense que le détonateur, ça a été quand même, je l'appelais l'autre jour Sisi Imperator, ça a été le maréchal al-Sisi, le président égyptien, avec les 24 premiers. Je crois que là, on a commencé à se dire, si les Égyptiens commencent à acheter, ils en ont besoin. Puis l'Égypte n'est pas une petite nation. Et c'est surtout effectivement parce que la méthode de vente a changé. C'est-à-dire que maintenant, le proverbe pour la vente, c'est on ne met pas les ailes avant la carlingue. Or, à l'époque, avec l'équipe de Nicolas Sarkozy, tous les jours, on annonçait que le Rafale allait être vendu. Il n'était jamais vendu. Oui, les Brésiliens, ça énervait les clients potentiels. François Hollande a mis en avant une autre technique qu'il a d'ailleurs inventée en disant le silence, la discrétion, et puis on annonce quand c'est fait. Là-dessus, il a eu raison, François Hollande a eu raison. Avec un Laurent Fabius qui, lui, joue au coucou. Il joue très bien. Quand tout est réglé, il dit c'est formidable. Très bien, merci messieurs. On se retrouve après les infos avec notre invité cette semaine, le président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang. À tout à l'heure.